La question de l'engagement de la responsabilité pénale des anciens premiers ministres pendant l'exercice de leurs fonctions ou même à l'expiration de celle-ci pose un sérieux souci en droit congolais. Nous avons le cas de l'ancien premier ministre, aujourd'hui député Matata Pogno. Alors, Maître Justin Tienda nous en propose une très bonne réflexion à travers ces merveilleux ouvrages que vous voyez, la compétence juridictionnelle des anciens premiers ministres en droit. Maître, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes doctorant à l'université de Lubumbashi en droit et vous êtes secrétaire académique à la station ICC Nakam de Lubumbashi. Vous êtes aussi chargé de cours à l'université du CEPROMAD à l'université de Lubumbashi, ancien défenseur judiciaire au tribunal des grandes instances de Lubumbashi. Alors, dans quel ordre d'idées vous inscrivez d'abord cette réflexion? Pourquoi une telle réflexion? Merci bien, Monsieur Marcus. Je commence par saluer nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Comme vous êtes en train de le dire, en fait, cette question a fait couler beaucoup d'encre. Il fallait bien une réflexion qui soit scientifique et juridique pour venir départager. Il y a ceux qui disaient qu'il fallait à tout prix réviser la Constitution pour déterminer la juridiction compétente d'un ancien Premier ministre. Il y a d'autres qui vous disent, écoutez, on doit suivre la juridiction qui détermine la Constitution. Alors il fallait bien une réflexion qui puisse détailler quelle est la juridiction et donner les raisons nécessaires de la détermination de la juridiction d'un ancien Premier ministre. On va y arriver. Mais d'abord, parlez-nous des fonctions et du pouvoir d'un Premier ministre, tout d'abord. Monsieur Marcus, les fonctions de Premier ministre, j'espère que tout le monde peut en parler parce que la Constitution les dit aussi clairement. Déjà, la Constitution du 18 février 2006, à partir des articles 90, lorsqu'elle parle du gouvernement, on détermine, n'est-ce pas, que le gouvernement est dirigé par le Premier ministre. Et le Premier ministre, comme chef de gouvernement, c'est lui qui propose, n'est-ce pas, au chef de l'État, la nomination des autres ministres qui vont composer son gouvernement. C'est lui qui présente le programme du gouvernement devant les chambres parlementaires pour approbation avant leur investiture. C'est lui qui engage la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement. Et dans ce sens-là, il aide le chef de l'État dans la vision, n'est-ce pas, dans la direction de la politique nationale du pays. Alors, c'est pas un mandat, c'est pas une carrière, c'est pas un métier, c'est un mandat. Les fonctions peuvent arriver à leur terme. Que devient un Premier ministre lorsqu'il ne l'est plus? Il devient donc ancien, bien sûr, mais dans l'exercice de ses fonctions, lorsque ça prend fin, qu'est-ce qu'il devient? Écoutez, Monsieur Marcus, c'est aussi simple que ça. Un Premier ministre qui travaille pour l'État, n'est-ce pas, rend service à la nation. Après les fonctions, il devient citoyen comme vous et moi. D'ailleurs, quand je parle de citoyen, il ne devient pas avocat comme moi. Il devient un simple citoyen parce que la loi n'accorde aucune qualité spécifique après l'exercice des fonctions. Donc pour la loi, quelqu'un exerce les fonctions, il a servi sa nation après le mandat, s'il finit le mandat de 5 ans, ou si ça dépend du mode de cessation de fonctions, il redevient un simple citoyen sans un statut particulier. Mais pendant ces temps, il a, je crois, un salaire qui l'accompagne, le salaire d'un ancien Premier ministre. Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est qu'il n'existe pas dans nos lois une qualité d'ancien Premier ministre. Ça doit être souligné. Il n'existe pas une qualité d'ancien Premier ministre. Ce n'est pas un statut juridique. C'est peut-être un mot sociologique qu'on utilise, mais cela n'est pas un statut reconnu pour qu'il y ait quelques avantages que ce soit lié à la qualité d'ancien Premier ministre. Sinon, les considérations politiques et sociologiques. Alors, est-ce que ce qui justifie aussi le fait que aujourd'hui, on a, vous le dites bien dans ces livres, aucune disposition particulière en rapport avec le poursuite, là on entre déjà dans la matière, contre un ancien Premier ministre? Écoutez, la Constitution ne donnant pas une qualité spécifique ou un statut spécifique à un Premier ministre à la cessation de ses fonctions,
Et donc, il n'y a aucune disposition qui le concerne, lui, dans le statut d'ancien Premier ministre. Déjà, nous l'avons dit, ce n'est pas une qualité juridique, ce n'est pas un statut que la loi accorde, c'est un statut socio-politique. Et donc, on doit comprendre qu'il n'y a pas une seule disposition dans les lois qui parle de poursuite d'un ancien Premier ministre. Sinon, on parle seulement de poursuite de tous les autres citoyens en classifiant, bien sûr, selon les statuts actuels, n'est-ce pas, des individus ou des justiciables. C'est là où vous dites qu'il n'est pas envisageable que l'État n'ait pas prévu une procédure permettant la poursuite d'un ancien Premier ministre quand au CV pourtant un État de droit. Oui, nécessairement, être chef de gouvernement, c'est une grande responsabilité, c'est un grand service qu'on a rendu à la nation. Et pour cela, l'État devrait... on devrait nécessairement penser à un statut qu'on pouvait accorder, mais pas celui d'un ancien Premier ministre, comme c'est le cas des interprétations sociologiques de la Constitution, surtout lorsqu'il s'agit de poursuites qui doivent être lancées contre, ou qui doivent commencer contre un ancien, quelqu'un qui a servi, qui a été Premier ministre. On commence des interprétations et des interprétations. Cela n'a rien à voir. Nous pensons seulement qu'au nom des services rendus à la nation, il serait de bon droit qu'il lui soit reconnu quelques avantages, mais c'est là de manière légale. C'est-à-dire qu'il y ait une loi qui sait que ça ne soit pas de manière fortuite, où on se réveille un bon matin, c'est-à-dire aujourd'hui on peut donner $1 million, demain on va donner 100 000, et on ne connaît absolument pas ce qui est une insécurité juridique. Il est ministre, un Premier ministre. A-t-il une juridiction compétente pour le juger en tant que ministre, s'il est Premier ministre? Oui, mais en sa qualité de Premier ministre, là, la Constitution le dit déjà clairement à l'article 163. Il est justiciable cette fois-là de la Cour constitutionnelle, comme on le dit. La Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et c'est tout le nez de notre travail. Nous voulons bien montrer, nous l'avons même démontré, qu'il s'agit là du Premier ministre et du président de la République qui sont en fonction. Tout à fait. Pas ceux qui ont déjà servi et dont les fonctions ont déjà cessé. Parfait. On entre dans le corps du livre et même de notre débat du jour, la compétence juridictionnelle des anciens premiers ministres en droit. Le projet, il est clair, vous l'avez même mentionné, le cas de Matata Ponyo. Aujourd'hui, on ne sait pas se situer par rapport à ces procès-là. Aucune juridiction. Et d'ailleurs, quelque part, vous l'aviez d'ailleurs dit, la compétence est d'attribution. On a vu à un moment donné le Conseil d'État, à un moment donné la Cour constitutionnelle. On est embrouillé. Maître, fixez-nous, surtout par rapport à vous qui aviez mené une réflexion à ce sujet. Effectivement, c'est l'un des cas, mais on doit comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que Matata Ponyo comme on peut le dire, un ancien Premier ministre. Nous avons Sama Lukonde, nous avons Sami Badi Bangantita, nous avons Bruno Chibarazeze, nous avons Sylvestre Elunkamba. Ça veut dire aujourd'hui nous avons quand même une liste d'anciens premiers ministres qui sont en vie, qui ont servi à ce pays. Et donc par rapport à la notion, la question liée à la détermination de la juridiction pour l'ancien Premier ministre, si nous avons écrit, c'est seulement pour dissiper ce malentendu selon lequel la Constitution n'a pas prévu, parce que c'est ce qui s'est dit, il se constate qu'il y a un vide juridique, parce que l'on voudrait bien que la Constitution puisse le dire expressément, que la juridiction compétente d'un ancien Premier ministre, c'est celle-ci. Et donc, alors que les textes de loi ne doivent pas être compris comme les lettres, n'est-ce pas? Les textes de droit ne doivent pas être compris comme les récitations. Donc, il y a une certaine logique dans la légistique, n'est-ce pas, qui demande une interprétation déjà avérée. C'est là que j'ai rejoint le professeur Mbata. Tout le monde n'est pas juriste, et même tout juriste n'est pas constitutionnaliste pour qu'on interprète les textes à tort et à travers. Surtout que dans ces pays, on est habitué à des interprétations selon qu'on est de telle classe politique ou de telle autre, ce qui n'est pas le cas pour les scientifiques que nous sommes. Dans le cadre d'espèces, c'est une analyse, alors, loin du livre, vous avez mené bien sûr une réflexion. Matata Ponyo ne devrait-il donc pas être poursuivi? Écoutez, ce livre vient dissiper le malentendu en rapport avec l'impunité. On ne peut pas se concevoir être dans un état de droit
dans lesquels certaines personnes ne peuvent pas être poursuivies. Donc l'impunité ne peut pas être sacralisée ici par la science. Donc le livre s'inscrit dans cette logique-là, de dire, certes, Matata Mponyo doit être poursuivi, mais devant quelle juridiction? Parce que pour être justiciable à une juridiction, il y a ce qu'on appelle la compétence. La compétence pour une juridiction peut être personnelle, ça veut dire liée au statut de la personne, considérant qu'est-ce que la personne, quelles sont les fonctions qu'occupe la personne. C'est là notamment le cas des privilèges de juridiction accordés à certaines autorités qui gèrent les institutions de l'État. C'est là le cadre des immunités qui sont accordées aux parlementaires. Et il y a également la compétence qui peut être matérielle, ça veut dire liée au taux de l'infraction qu'on a commise. C'est comme ça que pour les infractions punissables de moins de 5 ans, c'est le tribunal de paix. Pour les infractions punissables de 5 ans à la peine de mort ou à la perpétuité, c'est le tribunal de grande instance. La compétence peut aussi être territoriale. Ça veut dire quelqu'un qui habite la commune de Lubumbashi, qui commet un fait arrêté dans la commune de Lubumbashi, ne peut pas se retrouver en train d'être jugé devant le tribunal de Likasi, par exemple. Alors, le cadre de Matata Mponyo, il était Premier ministre. Les faits lui reprochaient à l'affaire Bukangalonzo, ce sont des faits qui se sont déroulés pendant qu'il était Premier ministre. Quelle est la juridiction compétente? Doit-on rentrer dans la logique de l'article 163, 166 et 167 de la Constitution, où il faudra alors penser à une autre juridiction, déjà que la Constitution ne prévoit pas le statut d'un ancien Premier ministre. Et donc, après, ou à la cessation de fonction de Premier ministre, on redevient un citoyen simple. Et devenant un citoyen simple, quelle est la juridiction compétente? Alors, sur cette question, il y a certes, on va nous parler de la cristallisation, ça veut dire la considération des infractions au moment soit de la commission, ça veut dire on considère le statut de la personne au moment que la personne commet des infractions, ou on considère le statut de la personne au moment des poursuites de cette personne. Analysant, n'est-ce pas, les principes de la cristallisation, si nous prenons ces principes dans le cadre d'un ancien Premier ministre, nous serons butés à un problème. Les problèmes sur lesquels, lorsqu'on considère les statuts, par exemple, de Matata Mponyo, au moment de la commission des faits infractionnels, ça veut dire qu'il sera poursuivi en considérant sa qualité de Premier ministre. Ça veut dire la juridiction va revenir en arrière pour le considérer se retrouver devant un Premier ministre. Cependant, il y a des conditions, des préalables de procédure qu'il faudra accomplir pour poursuivre un Premier ministre en les considérant comme tel. Et ces procédures-là ne peuvent en aucun cas être accomplies lorsqu'on poursuit un citoyen lambda, un citoyen ou un ancien Premier ministre qui n'a pas de statut juridique. Lorsque vous prenez l'article 166 et 167 de la Constitution, on va vous parler de la procédure d'abord, de la mise en accusation, n'est-ce pas, ou la décision de poursuite qui doit être votée par le 2/3 du Parlement. Ça, c'est pour les premiers ministres en fonction. Mais pour un ancien Premier ministre, allez-vous réunir les 2 chambres du Parlement pour voter la mise en accusation de quelqu'un qui n'est plus en fonction? Deuxièmement, la Constitution prévoit déjà, n'est-ce pas, la Constitution prévoit déjà, à l'article, je crois bien 167, que lorsque le président de la République ou le Premier ministre sont condamnés, pour ceux qui sont en fonction, ils sont déchus de leur fonction. C'est quoi la situation lorsqu'on poursuivra alors un ancien Premier ministre dans ce statut-là? C'est comme ça que nous parlons de la procédure pénale constitutionnelle. En fait, c'est ce que nous pensons. Nous trouvons qu'il y a une procédure pénale constitutionnelle pour poursuivre un ancien Premier ministre. Alors, d'abord, pour les premiers ministres en fonction, lorsque vous lisez toutes les lois que nous avons, vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle va vous dire que lorsque le procureur général près la Cour constitutionnelle entend poursuivre le Premier ministre ou le président de la République, il fait une requête adressée au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat pour la mise en accusation. Tout à fait. Aujourd'hui, le cadre d'un ancien Premier ministre, supposons, Bruno Tshibala qui peut être poursuivi. Sama Lukonde, va-t-il écrire, le procureur général, va-t-il écrire
au président des deux chambres parlementaires, alors que celui-ci n'a plus d'autres fonctions. Si on prend le cas spécifique de Bruno Tshibala, qui n'est pas député aujourd'hui, par exemple, qui est resté simple, qui n'a pas d'immunité, est-ce qu'on peut écrire encore aux deux chambres parlementaires pour les réunir, pour voter ça? Nous disons non. Voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, on doit considérer son statut au moment des poursuites. En considérant son statut au moment des poursuites, cette fois-là, on va trouver la compétence de la juridiction liée d'abord à son statut actuellement. Quel est son juge naturel après l'exercice des fonctions? C'est ça la question épineuse dont nous pouvons parler, M. Marcus. Allez, maître, on s'est dit clairement les choses. En 2018, on voit naître la loi portant statut des anciens présidents, par exemple. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, entre guillemets, si Kabila doit être poursuivi, les choses pourraient être claires, à moins que je puisse me contredire. Doit-on alors avoir aujourd'hui, malgré que vous le dites, il n'y a plus peut-être certains privilèges juridiquement par là pour un ancien Premier ministre, doit-on avoir aussi alors une loi, un statut portant un ancien Premier ministre, ou doit-on mettre sur pied carrément une juridiction pour les anciens Premiers ministres? Merci bien. Vous êtes en train d'évoquer la loi du 26 juillet 2018. Tout à fait. Portant, n'est-ce pas, les statuts d'anciens présidents de la République élus. Il faut bien les préciser. Parce que sinon, quelqu'un va venir nous dire que dans le régime 1+4, on a eu de 4 vice-présidents de la République qui peuvent aussi être considérés. Alors là, on parle, n'est-ce pas, des anciens présidents de la République élus et des chefs de corps constitués. D'ailleurs, cette loi vient renforcer notre réflexion. Cela vient dissiper le malentendu. Si aujourd'hui un ancien Premier ministre est considéré comme tel pour être justiciable de la même juridiction que du Premier ministre en fonction, mais la loi vient déjà extirper l'ancien président de la République élu. On dit la loi à l'article 6, il devient, n'est-ce pas, sénateur à vie. Et en tant que sénateur à vie, il est buté à toutes les incompatibilités qui incombent au sénateur. Et donc, il sera considéré cette fois-là comme sénateur et la juridiction du sénateur est bien connue. Et donc, que dire? Ça veut dire que la loi a attribué un statut particulier aux anciens présidents de la République élus, et c'est ce statut-là qui détermine la juridiction compétente. Ne l'ayant pas fait pour le Premier ministre, on ne peut pas alors faire l'interprétation, n'est-ce pas, de l'article 163 de la Constitution pour les conditionner de poursuite devant la Cour constitutionnelle. Alors, cette fois-là, il faudra alors interroger la loi. Lorsque celui-ci n'est plus Premier ministre, il est considéré comme citoyen, comme vous et moi, si on peut bien le dire. Et cette fois-là, il reste justiciable de la juridiction compétente au moment des poursuites, c'est-à-dire de son statut actuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Si un ancien Premier ministre a été réélu député, comme le cas de Matata, là, sa juridiction compétente, c'est sa juridiction en tant que député de son statut actuel. C'est ce que nous disons. S'il n'a plus aucune fonction, la juridiction au moment, ça veut dire c'est le tribunal de grande instance. Alors, l'idée aussi, c'est de désengorger la Cour constitutionnelle. C'est une juridiction qui ne doit pas avoir déjà plus de charges, n'est-ce pas, des dossiers qui sont pénaux. Non. Et donc, on doit laisser cette juridiction pour un statut particulier. Et le statut, c'est être président de la République et Premier ministre en fonction. Alors, je ne soutiens pas l'idée ici que l'on doit aujourd'hui donner le travail aux législateurs de chercher, trouver ou de rédiger une loi particulière pour les anciens Premier ministres, à moins si on veut accorder de la valeur, un statut particulier à cette qualité, mais sans oublier que ce statut va donner droit à des avantages. Les statuts que la loi accorde donnent droit à des avantages à la personne bénéficiaire, n'est-ce pas, de ce statut. Mais alors, est-ce qu'on peut seulement laisser les statuts d'un ancien président de la République par rapport, il est le commandant suprême et tout ce que la loi lui reconnaît? Si on reste dans cette idée-là, il n'y a pas lié ni d'une loi, ni d'une interprétation. Le Premier ministre, lorsqu'il est en fonction, il est privilégié des juridictions.
Les privilèges de juridiction, si vous pouvez lire Gabriel Kilala Penamouna qui a écrit sur les immunités et privilèges de juridiction, il va vous dire que les privilèges et les immunités sont accordés à la fonction. En fait, tout ce que le législateur veut, il veut arrêter l'hémorragie de poursuites intempestives contre une autorité occupant certaines fonctions. On pense que pour quelqu'un qui occupe certaines fonctions, le poursuivre à tout moment pourra entraîner le dysfonctionnement de l'institution. Oui. Et donc, lorsque, comme nous le savons bien, oui, les individus ou les personnes passent et les institutions restent. Oui. Ça veut dire, à la cessation de fonction, les immunités ou les privilèges de juridiction restent avec la fonction. Ils ne peuvent pas partir avec l'individu. Oui. Et donc, l'individu partant, les privilèges restent et cet individu rentre tel qu'il était venu à ses fonctions. Et cette fois-là, on doit traîner cet individu devant la juridiction compétente au moment des poursuites. Monsieur Marcus, il faut comprendre, le Premier ministre ne commet pas que des infractions qui causent du tort seulement à l'État congolais. Oui. Il peut causer du tort à un paisible citoyen. N'est-ce pas? Il peut causer du tort à quelqu'un qui habiterait Kasumbalesa, comme on est en train de nous suivre là-bas. Quelqu'un qui habite à Lubumbashi. Il peut prendre un immeuble qui ne lui appartient pas. Oui. Il peut envoyer des gens dans des affaires privées. Et donc, pour ces affaires privées-là, si on le considère comme ancien Premier ministre justiciable de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous savez que devant la Cour constitutionnelle, on ne peut pas se constituer partie civile pour aller demander là-bas, non, écoutez, il m'avait volé, il avait fait ceci, il m'a fait tabasser, et pour obtenir une quelconque réparation. La loi le dit clairement, la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer sur les réparations ou les dommages et intérêts. Que devient ce paisible citoyen-là si le procureur général pour la Cour constitutionnelle ne le connaît même pas et il n'engage même pas de poursuite? Ça veut dire que celui-là reste avec des préjudices subis qui ne seront jamais réparés. Et donc, on doit comprendre alors l'importance de ces livres, c'est pour montrer alors que le Premier ministre, à la cessation de ses fonctions, il doit avoir déjà ça en tête. Il ne doit pas se cacher derrière une impunité, n'est-ce pas, pour dire non, écoutez, j'ai servi les pays, on ne peut pas me poursuivre. Il doit déjà avoir dans sa tête. Donc, notre Premier ministre, Judith Suminwa, a déjà ça en tête. Elle doit savoir déjà qu'elle peut être poursuivie, non seulement pendant l'exercice des fonctions, et même après. Et d'ailleurs, la chose la plus meilleure, c'est qu'après la cessation de fonctions, si elle n'a pas d'autres fonctions lui donnant accès aux immunités et privilèges, elle est poursuivie, traînée devant le tribunal de grande instance ou devant le tribunal de paix, selon cette fois-là l'infraction commise par cette ancienne autorité. À un moment donné, donc, les avocats de Matata Pogno, permettez-moi, n'ont pas droit de dire donc, que telle ou telle autre cour n'est pas compétente, alors? Écoutez, sur le travail qu'ils font en tant qu'avocat, en tant qu'avocat, on est appelé à être partial, ça veut dire prendre le côté de son client. Oui. Tout avocat ne voudrait bien que les poursuites contre son client puissent cesser. C'est là qu'il aura fait son travail. Oui. Mais écoutez, on ne doit pas aussi par cela conduire les pays à l'impunité, conduire, n'est-ce pas, certaines personnes à croire que les actes par eux posés sont inaperçus. Non, c'est là que je rejoins l'interprétation du premier juge de la Cour constitutionnelle qui avait été saisi sur le RP 001. Il avait interprété, il était dans la même logique que nous pour comprendre que à la fin, les privilèges ne sont plus restés avec la personne, sont restés avec les fonctions. Ainsi donc, le Premier ministre ne pouvait pas être traîné devant la Cour constitutionnelle. Et donc, cette question doit être analysée. Et pour les autres anciens premiers ministres, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on veut le poursuivre? On dresse un mandat d'amener, on l'arrête, on l'amène. On écrit aux deux chambres parlementaires qui vont dire qu'ils ne reconnaissent pas celui-là parce qu'elles ne peuvent statuer que sur les autorités ayant des fonctions comme le détermine la loi. Et donc, ne bloquons pas la justice. La justice élève la nation. Si nous voulons que la nation congolaise soit élevée, si nous voulons vraiment avoir un état de droit que nous sommes en train de construire, pour lequel nous nous battons, vous et nous, tous les jours, on doit alors comprendre que chaque individu doit avoir un juge que la loi lui attribue, n'est-ce pas, selon les circonstances, et c'est là à partir déjà de l'article 19 de la Constitution.
Personnellement, lorsque j'étais en train de parcourir les livres, j'ai mis mon hypothèse que vous avez rejetée. Moi, je me disais alors, parce que la loi est muette, parce que la loi n'en parle pas, peut-être que la perspective avec la compétence juridictionnelle des anciens premiers ministres en droit que vous venez d'écrire serait qu'on puisse avoir une juridiction par rapport aux anciens premiers ministres. Vous avez dit non. Alors, c'est quoi la perspective par rapport à votre propre livre, maître? Écoutez, M. Marcus, la loi n'est pas muette. Je suis en train de vous dire déjà ici que les textes juridiques ne peuvent pas être aussi compris facilement par tout le monde. Okay. On ne peut pas écrire le texte juridique comme on a écrit les laboureurs et ses enfants. L'interprétation des textes juridiques ne doit pas être laissée à tout le monde. Lorsque vous trouvez dans la Constitution, on a mis un virgule, on a mis un point virgule, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français. Okay. La légistique voudrait que la compréhension des textes, c'est comme ça qu'il y a même des juridictions d'interprétation. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle peut interpréter aujourd'hui les dispositions de la Constitution. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas à tout le monde de l'interpréter. Et donc ceux qui pensent que la juridiction, la Constitution est muette, ce sont seulement ceux qui voudraient que dans la Constitution qu'on y insère une phrase, comme pour dire, après l'exercice de fonction, non, mais la Constitution n'attribuant pas une qualité spécifique, c'est que cette fois-là, cette personne n'ayant pas un statut juridique particulier, la juridiction est déjà déterminée. Nous avons la loi d'OCJ, d'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Et donc là, on détermine, on classifie la compétence, comme je venais de le dire, personnelle, matérielle ou encore territoriale. Donc aujourd'hui, pour être beaucoup plus compendieux, je ne voudrais pas donner les pages parce que je voudrais que ceux qui nous suivent, qu'ils aient l'envie de lire les livres pour découvrir. C'est ça même l'objectif même de l'émission aussi. Effectivement, découvrir ensemble avec nous la réflexion qui est mise. Mais aujourd'hui, je ne dis pas le nom de la juridiction pour permettre aux téléspectateurs de nous lire, mais je vais dire que l'ancien, lorsqu'on est à la cessation des fonctions d'ancien Premier ministre, on devient un citoyen et cette fois-là, on est poursuivable devant la juridiction du moment des poursuites selon qu'on a un statut particulier, ça veut dire on a une autre fonction donnant droit à des immunités et privilèges ou selon qu'on n'en a aucune. Maître Justin Tchenda Chikango, merci. Merci à M. Marcus. Alors la question n'est pas tellement approfondie, comme vous l'aviez dit, nos téléspectateurs peuvent se procurer les livres auprès de vous. Ils peuvent avoir aussi des questions spécifiques au-delà de ce que moi j'ai évoqué. Je vous donne ce droit-là, juste de dicter peut-être votre numéro, votre adresse, pour que les téléspectateurs puissent se procurer les livres et pour d'autres questions. Merci bien. Les livres ne sont pas qu'avec nous. Les livres peuvent aussi être trouvés chez Calure Édition, sur l'arrêt docteur. Oui. Tout comme nous aussi ici au numéro 34 de l'avenue Mouepou, commune de Lubumbashi. Oui. On peut aussi, mais tout comme nous pouvons aussi être contactés par 097 652 24 51. Cette fois-là, on peut répondre aux questions et discuter parce que, écoutez, il y en a toujours qui pensent que est-ce qu'il a raison de dire nous n'avons pas le monopole de la réflexion. Nous la reconnaissons aussi à quiconque. Merci. Veuillez donc contacter l'auteur et parcourir le livre. Au revoir.